Merci Nicolas Revel d'avoir accepté notre invitation. Vous voyez que cette étude est une forme de plaidoyer en fait. Vous êtes donc directeur général de la CNAM, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée, c'est-à-dire que vous connaissez bien et vous avez suivi tous ces sujets au plus haut. Vous êtes le premier directeur général de la CNAM à venir à la Baule, ce colloque, m'a-t-on dit. Moi, je n'étais pas au précédent, mais donc merci encore une fois d'avoir non pas ce courage, mais enfin cette témérité, et on vous écoute. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je ne savais pas que j'étais le premier la CNAM a été présente, directeur général de la CNAM à participer à ces travaux. Je ne sais pas si c'est de la témérité, je dirais même presque de l'inconscience, compte tenu de la période dans laquelle, par ailleurs, cette réunion se tient. C'est toujours au mois de septembre, mais l'année particulière où elle se tient, qui est marquée par deux échéances ou deux éléments de contexte que vous avez en tête et je les ai aussi. C'est à la fois, à quelques mois, l'ouverture attendue d'une négociation sur la future convention médicale. Et puis, je le dis en passant très vite, dans quelques semaines, des élections URPS. Ceci crée un contexte qui forcément invite à, vous m'en pardonnerez j'espère, à une certaine prudence dans mon expression. Mais comme vous avez eu la bonne idée d'essayer de me mettre à l'aise en m'invitant à me projeter à un vaste horizon de 2025, je pourrais être tenté de suivre cette piste et de me projeter sur ce que serait un système de santé idéal à 10 ans. Je ne le ferai pas, parce que je pense que je ne suis pas le mieux placé pour envisager des réformes structurelles et systémiques, et parce que je pense que ce qui est attendu de moi dans ma responsabilité, c'est plutôt d'éclairer, comme je l'ai dit, ce que seront les enjeux des prochains temps. Et je l'ai indiqué qu'ils nous attendent assez rapidement, puisque sitôt après les élections URPS et l'enquête de représentativité qui suivra, viendra le moment où effectivement nous nous rejoindrons au 6e étage de la porte de Montreuil pour des négociations qui porteront sur ce que sera, j'espère, la prochaine convention médicale, puisque celle qui régit nos rapports, nos relations, arrive à échéance en juillet prochain. Je pense que ce sera un rendez-vous important. En tout cas, l'état d'esprit qui est le mien, et je pense qu'il est partagé, c'est que si l'on considère, et je l'ai entendu beaucoup dans la bouche de responsables professionnels, que l'instrument conventionnel, la mécanique conventionnelle est quelque chose de fort, qui doit rester un élément parmi d'autres, mais un élément important de la régulation du système de santé, et principalement libéral, je pense alors que ce rendez-vous conventionnel devra être pris au sérieux par ceux qui vont y participer. Ça se traduit par, d'abord, essayer de partager quelques éléments de diagnostic et de constat, ce que nous commençons, nous, à faire à la CNAM, et nous serons prêts à les partager aussitôt après le 12 octobre, parce que pour nouer une négociation fructueuse, il faut déjà s'entendre sur les éléments du diagnostic. Alors, je fais une brève introduction, je ne vais pas me lancer dans un vaste panorama de la question posée sur quel modèle économique, quel financement, quelle rémunération. Je voudrais juste rapidement rappeler 2-3 éléments, poser quelques éléments, au nombre de 4 principalement. Le premier, c'est de simplement rappeler la part que représente la rémunération des médecins dans les dépenses de santé. Quand on compte tout, honoraires, dépassements inclus, puisqu'ils sont assumés par les complémentaires ou par les assurés, forfaits, divers et variés, on y reviendra, ils sont nombreux, et puis prise en charge des cotisations sociales pour les médecins de secteur 1, on arrive en 2014 à peu près à 24,7 milliards d'euros. L'assurance maladie ne paye pas ces 24,7 milliards d'euros, elle en paye un peu plus de 20 milliards. Ça représente
plus de 50% de la dépense de soins de ville. Deuxième élément, en termes cette fois-ci de rémunération, des disparités importantes au sein des différentes spécialités. Et quand je dis spécialité, je cite évidemment les médecins généralistes, puisque la médecine générale est une spécialité depuis la loi de 2002. Et que l'on raisonne en honoraires ou en revenus nets, je le dis rapidement, ça n'est pas un point majeur, mais je le dis, on a des disparités qui vont de 1 à 3 à 1, 3,5. Voilà. Qui sont d'ailleurs, je le dis en passant, plus importantes en France qu'elles ne le sont dans beaucoup des autres pays européens voisins. Quand on regarde l'évolution des rémunérations, évidemment insuffisante, depuis 2010, nous sommes à une progression de 9,3% pour tous les médecins libéraux, à plus de 10% pour les médecins généralistes et à un peu plus de 9% pour les autres spécialités. Ces chiffres ne sont pas mirobolants, j'en ai parfaitement conscience. Ils ne rendent pas compte par ailleurs de l'évolution d'un certain nombre de charges, je le sais, mais je les rappelle quand même parce qu'il n'y a pas que, nous y reviendrons, la valeur de la consultation à 23 €, qui est à 23 € depuis 2011. Cela m'amène à évoquer un élément qui est assez frappant depuis ces 5 dernières années, c'est une diversification justement de la composition de la rémunération des médecins, et tout particulièrement des médecins généralistes. La rémunération à l'acte représente toujours l'essentiel, c'est 90% au global, mais avec, pour les médecins généralistes, une part maintenant devenue plus importante des autres formes de rémunération, puisque nous sommes à peu près à 19% d'autres formes de rémunération. Et c'est d'ailleurs en partie sur ces rémunérations-là que la dynamique observée depuis 5 ans a porté, puisque nous avons sur tout ce qui est forfait et rémunération particulière, une évolution qui était que ces montants, ces rémunérations-là représentaient à peu près 360 millions en 2010, et elles représentent maintenant 924 millions, ça fait à peu près 17 000 € par an et par médecin. Et il y a aussi, parce qu'on l'oublie trop souvent, et c'est important, et c'est même structurant dans la structuration du paysage français, pour le secteur 1, la prise en charge d'une bonne partie des cotisations, avec un montant qui a progressé, puisqu'il est aujourd'hui de 737 millions d'euros. Ça représente 13 732 € par médecin. C'est d'ailleurs important, la prise en charge des cotisations, parce que c'est à la fois un élément structurant entre le secteur 1 et le secteur 2, et je le dis au passage, et je ferme vite la parenthèse, c'est évidemment une prise en charge qui est évidemment non imposable, mais je ferme la parenthèse. Cette diversification donc, des modes de rémunération, je pense, a été un facteur d'augmentation au cours de ces dernières années, et il correspond à une tendance que l'on rencontre dans d'autres pays, parce que en réalité, le débat qui a pu être récurrent entre rémunération à l'acte ou des modes de rémunération totalement différents liés à la capitation, en réalité, aujourd'hui, on le voit bien, est globalement en train d'être, je dirais, dépassé, et il y a un modèle qui s'impose, qui est une rémunération qui mixe, des modes de rémunération mixés, et je pense que pour l'avenir, tout sera une question d'équilibre, mais il me semble que nous avons là un modèle qu'il faudra améliorer, j'y reviendrai, en termes de lisibilité et d'efficacité, mais qui, dans sa consistance, me paraît raisonnable et efficace. Et je termine rapidement sur un point qui probablement sera réévoqué par les autres intervenants, sur la part de l'assurance maladie obligatoire dans le financement de tout cela, car on entend souvent dire que l'AMO est en recul, l'assurance maladie obligatoire est en recul, rembourse de moins en moins. Eh bien, ça n'est pas exact. Car quand on regarde sur les 10 dernières années, eh bien, on s'aperçoit que l'assurance maladie obligatoire couvre à peu près 75% de la dépense de santé et que, à
à 1% près, c'est stable sur longue durée, par rapport, ne serait-ce qu'à une dernière référence 2003. Et quand on regarde même sur les soins de ville, on s'aperçoit que nous sommes également stables. Alors, quand on entend par exemple, parce qu'on entend souvent l'idée que l'AMO ne représenterait qu'un peu plus de la moitié de la dépense de soins courants, on oublie juste que ce chiffre n'intègre pas les affections de longue durée. Or, les affections de longue durée, ça n'est certes que 15% des assurés, mais n'oublions jamais que 80% des Français, des assurés, finissent en affection de longue durée, et que c'est alors que la dépense de soins est évidemment la plus importante. Et n'oublions pas non plus que les 2/3 de la progression de la dépense de santé se fait sur les affections de longue durée. Et donc c'est profondément l'assurance maladie obligatoire qui reste le pivot du système. Alors, l'intérêt, je crois maintenant, c'est de se projeter sur les enjeux pour les prochains temps, qui seront évidemment des temps, pardonnez-moi de le rappeler, qui vont être évidemment marqués par une contrainte financière. Vous m'en voudriez de ne pas le rappeler. Ça n'est pas d'ailleurs une contrainte financière qui est propre à la France. On observe en réalité dans tous les pays occidentaux, et y compris les États-Unis aujourd'hui, une tendance à une forme de décélération de la dépense de santé. Et quand on regarde l'évolution de la dépense de santé en pourcentage du PIB, on voit que la France et l'Allemagne sont exactement sur la même pente et sur la même tendance, la même évolution. Vous connaissez les chiffres et le cadrage pour 2016 et 2017, puisque nous aurons un Ondam qui devra être tenu à 1,75%, avec maintenant, c'est à peu près, je crois maintenant, inscrit de manière durable, un Ondam de ville qui progressera plus que l'Ondam établissement. Tout ceci va donc évidemment créer un cadre qui fera que la prochaine convention ne permettra probablement pas d'ouvrir des marges de manœuvre aussi considérables que d'aucuns le voudraient, mais je pense qu'il y aura évidemment dans les prochains temps place et nécessité pour pouvoir accompagner ce que j'indiquais au début, c'est-à-dire un accord conventionnel qui permette d'affronter ou de traiter un certain nombre d'enjeux. J'en citerai principalement 4. Le premier, c'est évidemment, vous l'avez dit, c'est d'assurer l'attractivité du métier. Et ça passe évidemment par la question des revenus. Et je pense que ça passe plus largement sur les conditions d'exercice qui, évidemment, ont un rapport certain avec la question des revenus, mais ne se résument pas nécessairement qu'à la question des revenus. J'espère que vous me comprendrez, essayer de ne pas me perdre dans la question de savoir qui serait, entre les généralistes et les spécialistes, je dirais, le public le plus prioritaire par rapport à ce que seront les possibles avancées de la future négociation. Nous voyons bien que les médecins généralistes ont vocation et sont les pivots du système de soins primaires, doivent donc être évidemment confortés dans leur rôle de médecins traitants et certainement investis d'une fonction croissante en termes de suivi des parcours et de coordination des acteurs. Mais il est clair aussi que les autres médecins spécialistes libéraux en ville ont un rôle tout aussi important et donc nous devrons trouver évidemment l'équilibre et la complémentarité entre l'ensemble évidemment des médecins. Il y aura donc évidemment une question, vous l'avez traitée, qui est la place de l'acte par rapport aux autres modes de rémunération. Il y a une demande que j'ai évidemment entendue, qui est la revalorisation du montant de la consultation. Elle fera évidemment partie de nos échanges. J'avoue que je suis un peu perdu aujourd'hui sur quel est exactement l'objectif cible, puisque j'en étais resté ces derniers mois à 25 €. Et là, j'ai le sentiment qu'au cours des derniers jours, l'objectif a été relevé. J'ai cru un temps qu'il était relevé à 30, et puis j'ai compris en fait que ça n'était plus tout à fait ça, puisque nous sommes pour certains déjà passés à 45 €. Bon, mais je pense que
passé le 12 octobre, nous nous retrouverons et il faudra essayer évidemment de réfléchir à tout cela raisonnablement. N'oublions jamais que pour revenir à 25 €, c'est 550 millions, 600 millions si on prend les cotisations, et que ça fait 0,3 points d'ONDAM. Donc tout ça pèse déjà. Je vois Jean-Paul Ortiz me dire « ça n'est rien », c'est quelque chose. Vous l'avez dit également, il n'y a pas que la consultation à 23 €, ou à 25, ou à 30, ou à 45. Il y a aussi une NGAP foisonnante, et dont je suis assez d'accord pour dire qu'elle est probablement parfois sous-utilisée par les médecins au moment où ils facturent. Il y aura une demande, je liste les sujets, je ne me prononce pas, qui sera de voir si on peut aller à partir de cela vers une CCAM clinique. C'est une demande. C'est une demande. Elle sera évidemment dans le débat. Ça nécessite un peu de travail. Ça pose évidemment, comme toujours, la question de savoir si nous sommes capables de modifier ou de diversifier la valeur de ce qu'est une consultation en maîtrisant évidemment les effets instantanés, je dirais, d'une telle évolution. Et puis, il y a ces éléments de rémunération à l'acte que j'ai rappelés, qui vont évidemment être des éléments très importants. Et puis, il y a aussi d'autres modes de rémunération qui existent, je l'ai rappelé, qui ont pris une part plus importante dans votre rémunération, qui ont vocation, à mon avis, à être des éléments de réponse aussi à la question des conditions d'exercice, à l'évolution des pathologies que vous traitez, des populations que vous accueillez dans vos cabinets, des besoins de coordination supplémentaires qui se font jour. Et là, je l'ai déjà dit, j'ai aussi le sentiment que nous devrions pouvoir réfléchir ensemble à une plus forte lisibilité de ces éléments de rémunération. Car quand on les regarde, quand on les liste, ils sont nombreux, ils se sont souvent sédimentés au fil des négociations et des avenants successifs. Je serais même, l'exercice a été fait, pas surpris que beaucoup de médecins d'ailleurs ne les aient pas tous de manière exhaustive en tête, parce qu'ils sont encore une fois très nombreux. Et je ne crois donc pas que tous ces éléments de rémunération, forfait, majoration atteignent l'objectif pour lesquels ils ont été conçus et négociés et introduits dans la Convention. Donc il me semble qu'il y a là aussi un chantier qui est d'essayer de rassembler l'ensemble de ces éléments divers et de voir si on peut les restructurer autour de quelques objectifs un peu plus forts et un peu plus clairs, plus lisibles, parce qu'un signal économique, ça doit être lisible pour être efficace. J'avance pour ne pas retarder. J'insiste sur la coordination que nous avons traitée pour une partie dans le cadre d'un règlement arbitral qui est venu à la suite de l'échec de la négociation d'un ACI en octobre. C'est un début, c'est un élément de réponse qui permet de venir conforter et appuyer des structures professionnelles regroupées. Nous ferons la semaine prochaine une réunion du premier comité de pilotage de cet accord qui commence à entrer en vigueur. Il y avait parallèlement une autre négociation interprofessionnelle qui n'a pas non plus pu aboutir en octobre, qui ne pouvait donner lieu à un règlement arbitral puisque l'architecture conventionnelle ne le prévoyait pas et qui me paraît également devoir faire partie des, je dirais, priorités ou des échéances à venir en termes de négociations conventionnelles pour l'année prochaine ou les prochains mois. Le deuxième objectif, c'est favoriser la qualité des soins. Je voudrais dire un mot de la ROSP. Je pense que Jean-Luc Arousseau probablement reviendra sur ce sujet tout à l'heure. La ROSP est récente dans notre paysage, puisqu'elle date de 2011.
j'ai le sentiment qu'elle a trouvé sa place dans son principe. On peut évidemment la critiquer, considérer qu'elle n'a pas un champ suffisamment large en termes de professionnels ou en termes d'indicateurs. On peut considérer que pour une part, elle a pu donner lieu à des effets d'aubaine. Certains le pensent ou même l'écrivent. Mais je pense qu'elle a quand même globalement, quand on regarde, elle s'est traduite par une évolution ou un accompagnement dans l'organisation des cabinets en 2011. Et elle se traduit par des résultats sur les indicateurs cliniques qui sont globalement très positifs, en dehors de quelques-uns que vous connaissez, sur la prévention, mais qui renvoient à des sujets plus larges sur le dépistage ou la vaccination. Et donc, la CNAM, évidemment, portera dans la prochaine convention l'idée que la ROSP doit rester un élément important de la structure des rémunérations. Je voudrais dire un mot, troisième objectif, sur un objectif qui est au-delà de la CCM technique, la diffusion rapide des innovations thérapeutiques, notamment dans leur déclinaison, non pas produits de santé, mais actes inscrits à la CCAM. Parce que je ne doute pas que cette question viendra évidemment, pour savoir si et comment nous pourrions faire évoluer, et j'imagine dans un sens précis, la CCAM. Cette CCAM, elle est souvent critiquée, elle a l'immense mérite d'exister, car une description aussi fine des actes est une singularité française, et je pense que nous y sommes attachés. Elle a quand même deux inconvénients, deux limites. Le coût de la pratique évolue, évidemment, mais il faut pouvoir l'actualiser. Mais je pense qu'il faudrait pouvoir l'actualiser en essayant aussi d'intégrer ce que sont les modèles médico-économiques les plus performants, car ils ne sont pas comparables d'un professionnel à l'autre, et on voit bien, et nous l'avons relevé dans le dernier chargé produit sur l'opération de la cataracte, quand on fait une évaluation fine du coût d'une opération de la cataracte d'un établissement à l'autre, nous ne sommes évidemment pas au même coût. Et il y a là quelque chose qui, je trouve, n'est pas pris en compte aujourd'hui par la CCM telle qu'elle existe. Et puis surtout, la CCM pose évidemment une difficulté, c'est qu'elle a fonctionné de manière asymétrique. C'est-à-dire que l'assurance maladie, évidemment, a fait sa part du chemin, qui correspondait à la partie positive de revalorisation des actes dont les tarifs cibles étaient à la hausse, mais cela a fonctionné dans un seul sens. Et c'est aujourd'hui, quelque part, un problème, parce que chaque fois qu'arrive aujourd'hui une nouvelle technique, vous pouvez trouver un peu long le délai avec lequel il arrive dans la CCM, parce qu'à un moment donné, la CCM fonctionne aujourd'hui de manière strictement inflationniste, sans qu'il soit possible de sortir des actes qui y sont inscrits. Et il y a là, je trouve, un sujet qui non seulement est un sujet pour nous d'un point de vue budgétaire, mais qui conduit ensuite à l'effet pervers que j'indiquais, c'est-à-dire que, compte tenu de cette mauvaise habitude, nous tardons à inscrire des actes utiles à la CCM. Quatrième objectif, assurer évidemment l'accès aux soins, à la fois en termes de reste à charge et de couverture territoriale. Sur la couverture territoriale et donc le sujet de la démographie, nous avons dans notre convention des dispositifs qui existent, dont nous ferons le bilan, notamment l'option démographique qui a fonctionné, mais dont on voit bien qu'en réalité, il fonctionne au milieu de 1000 autres dispositifs non conventionnels. Et donc, la question sera de savoir jusqu'où nous pouvons intégrer dans la Convention, ou pas, un instrument plus important. Je termine en disant un mot du reste à charge et de l'avenant 8, récent, signé en septembre 2012. J'ai la conviction qu'il n'y a pas de maîtrise des dépenses de santé possible sans tarifs opposables. Donc le secteur 1 est, à mes yeux, et devra rester un élément évidemment structurant du paysage. Je ne serai pas facilement convaincu par une idée
consistant à ce que le secteur 1 disparaisse, je le dis d'emblée. L'avenant 8 est venu, par la voie conventionnelle, poser les termes d'une maîtrise des dépassements sur un mode volontaire, contractuel, le CAS, vous le savez. Et le bilan que nous pouvons en faire 2 ans plus tard est, de notre point de vue, un bilan positif, au sens où le CAS continue, le nombre de signataires du CAS continue de progresser, et où les résultats de ce dispositif se traduisent par une baisse du taux de dépassement, non seulement évidemment pour les signataires d'un contrat, mais globalement pour l'ensemble du secteur 2 en France. Et cette baisse du taux de dépassement vient rompre une évolution qui existait depuis 10 ans et qui se traduisait par une augmentation naturelle, irrépressible du taux de dépassement de 8 à 9 points tous les 5 ans. Et pour la première fois, par cet instrument, le taux de dépassement baisse, et je pense que pour ceux qui ont signé un CAS, le CAS est un outil ou un contrat équilibré. Nous avons versé en avril dernier ce qui était dû au titre des contrats signés, et ce sont, je dirais, un retour, en tout cas, en termes de prise en charge des cotisations, significatif pour ceux qui avaient une part d'activité à tarif opposable significative. Et je vous le glisse, au premier semestre 2015, cette tendance se poursuit dans cette direction d'une baisse du taux de dépassement. Je termine rapidement, puisqu'on parle du modèle économique, en interrogeant sur la gouvernance de ce modèle économique, sa soutenabilité. Car il n'y a pas de modèle économique qui ne puisse se projeter dans la durée s'il n'est pas soutenable. Nous devons maîtriser à un moment donné la croissance de la dépense de santé. Tous les pays, tous les modèles régulent d'une manière ou d'une autre les dépenses de santé. Nous avons fait en France un choix, c'est un peu la solution française, qui ne se fonde pas sur des régulations comptables, et qui se fonde sur le choix d'une régulation à partir de cette recherche de ce qu'est le juste soin et le juste prix, ce que dans le vocabulaire assurance maladie, on appelle la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Cela peut paraître évidemment, pour vous, professionnels, un mode opératoire parfois intrusif, puisque nous pouvons être amenés, à intervenir sur votre pratique à partir de référentiels qui sont, je vous rassure, non pas édictés par l'assurance maladie, mais élaborés quelque part par vous-même, c'est-à-dire par des médecins, sous l'égide de la Haute Autorité de Santé, dont je salue le président. Et c'est pour ça que, sauf à vouloir partir sur des modèles très différents, d'enveloppes fermées, comme en Allemagne, ou bien, de budgets globaux comme en Angleterre, ce système-là, qui quand même fondamentalement ne vous modère que par ce que sont des référentiels médicaux, me paraît, comme le disait Churchill de la démocratie, le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Simplement, pour que ce modèle puisse se déployer, il y a à cela 3 conditions. La première, c'est qu'il y ait bien une capacité de régulation globale, et ça nous amènera à peut-être, je ne préempte pas les futurs débats, à avoir des échanges avec nos amis complémentaires. Je pense que nous devons préserver une capacité de régulation globale du système par rapport à des modèles plus atomisés. Voilà. Nous devons évidemment avoir pour le coup, une régulation qui est coordonnée entre les financeurs publics, AMO, et les complémentaires. Je suis, moi, tout à fait partisan de ce que nous parlions davantage, dans le respect du poids de chacun malgré tout, et de ce qu'est notre rôle. Et je pense que cette régulation doit être, plus que jamais, concertée avec les professionnels de santé. Il y a des programmes de gestion du risque, des programmes d'économie que nous devrons déployer. Et comme nous essayons de le faire avec certaines spécialités aujourd'hui, nous le ferons et nous n'y arriverons que
dans un souci de concertation et en se faisant, je le dis, confiance. Voilà. Je termine juste en concluant pour redire ma conviction que le rendez-vous conventionnel de l'année prochaine sera un rendez-vous important et que nous devrons, les uns et les autres, essayer de montrer à la hauteur de ce rendez-vous. La convention prochaine ne réglera pas tout, elle n'en aura probablement pas les moyens, mais elle doit pouvoir avancer suffisamment pour précisément poser les bases, je dirais, d'une convention quinquennale qui réponde aux enjeux que j'ai indiqués. Merci à tous. Merci. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je crois qu'il y aura beaucoup de sollicitations, peut-être maintenant et puis tout à l'heure au cours du débat. Moi, en vous écoutant, j'avais deux idées qui me venaient, mais quand vous avez présenté les composantes de la future négociation, il y en avait deux qui me paraissaient avoir été oubliées. La dernière, vous l'avez évoquée dans vos derniers propos, c'est-à-dire les rapports entre AMO et assurance maladie complémentaire. Mais vous avez évoqué le principe d'une discussion, mais vous n'avez pas évoqué le principe de savoir si ça portait sur la quote-part de chacun, en quelque sorte, dans la dépense de santé, ou si ça portait sur une régulation plus systémique entre un partage éventuellement des fonctions entre l'assurance maladie complémentaire et l'assurance maladie. Et puis, une dernière question. Vous avez évoqué le mot territorial une seule fois en parlant de l'installation des médecins. Ici, notamment dans ces rencontres de la Baule, on a toujours été très attachés, et demain on aura un table ronde spécifique sur les territoires. Est-ce qu'il est envisagé, comme quelquefois on en parle dans des colloques, dans des articles et tout ça, mais est-ce que c'est envisageable à un moment qu'une part conventionnelle soit régionalisée? On va vous donner un micro. Deux questions très différentes. Sur les relations entre AMO et AMC, maintenant on peut prendre ces acronymes, chacun les comprend. Est-ce que nous irons vers une modification systémique, avez-vous dit, du rôle de chacun? Je crois que je vous ai dit dans mon propos, je crois assez clairement quelle est pour ma part ma conviction. Je pense que l'AMO est et reste le pivot, doit le rester, ce qui n'enlève rien à la place particulière que les complémentaires jouent aujourd'hui. Mais si je raisonne, je dirais, à structure constante, parce que si la part de l'AMO reste stable, et restée stable depuis 10 ans, si je le dis et que je le rappelle, c'est parce que je suis plutôt partisan de maintenir cet élément de stabilité à l'avenir. J'en tire les conséquences en considérant, et j'ai conclu ainsi, que l'assurance maladie obligatoire devait évidemment rester également le pivot de la régulation, a fortiori quand celle-ci reste fondée sur les principes d'une maîtrise médicalisée. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin, je pense que Frédéric interviendra, on en parlera. Disant cela, je pense qu'il y a place pour un vrai dialogue entre nous, à la fois parce que les complémentaires seront partis à la négociation, évidemment, et je souhaite qu'elles le soient jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la signature. Et nous ferons en sorte de ce que les conditions de préparation et de conduite de la négociation respectent les partenaires complémentaires. Et d'ailleurs, je n'embête pas les syndicats de médecins qui ont beaucoup de choses à faire ces prochaines semaines, mais je ne tarderai pas à le faire après le 12 octobre. Mais sans attendre, évidemment, nous réfléchissons à ce que sera cette négociation de 2016, et je rencontrerai très prochainement, dans les tout prochains jours, l'UNOCAM pour avoir avec l'UNOCAM 2 premiers échanges pour voir si nous pouvons réfléchir ensemble à des éléments de diagnostic ou d'enjeux. Donc voilà, tel est mon état d'esprit. Mais Nicolas Ravel, sur les complémentaires AMC et MO, est-ce que dans les discussions que vous pouvez avoir avec l'UNOCAM, est-ce qu'il est possible d'envisager des évolutions des domaines d'intervention de chacun? Ou est-ce que ça sera toujours un petit peu à la marge?
Avant les prochaines élections présidentielles. Bon, je crois que vous avez fait la question et la réponse. Donc, mais vous voyez bien que là, je suis dans un rôle un peu particulier parce que les questions que vous posez, ce sont des questions de portée législative. Voilà. Donc je n'ai pas vocation à émettre un point de vue sur ce que serait pour le coup une évolution un tant soit peu significative sur la part de chacun. Il faut bien se rendre compte que, par ailleurs, si on devait modifier le curseur, il faudrait évidemment avoir en tête par ailleurs, et ça je ne doute pas que le législateur l'aurait, sur les impacts sur les assurés. Voilà. Donc voilà, il faut, je pense, en tout cas, à court terme, il me semble que, pour ma part, je raisonnerais, je dirais, à structure constante sur qui rembourse quoi. Voilà. Et l'ONDAM, vous avez dit que ce serait un peu plus pour la ville par rapport aux établissements, 2, 1, 5 Non, ça, ce sont des arbitrages qui seront annoncés par le gouvernement à la fin du mois de septembre, s'agissant du PLFSS 2016. Oui, je sais bien, mais vous n'avez pas d'avis. Non, ça... Mon avis est que, comme ce fut le cas en 2000, évidemment, 15, et je parle sous le contrôle de Cécile Courrèges, qui connaît ça très bien, parce que moi j'étais peut-être secrétaire général de l'Élysée, mais Cécile était ailleurs. Je pense que dès 2014, nous avions, je pense, un ONDAM de ville qui était légèrement plus dynamique que celui de l'hôpital. Sur la territorialisation de la négociation, le projet de loi en cours de discussion traite de ce sujet pour indiquer que la négociation devra, en tout cas les lignes directrices qui seront adressées à l'UNCAM en amont de la négociation, ces lignes directrices devront à un moment donné fixer les sujets sur lesquels une déclinaison territoriale via le réseau des ARS serait utile, souhaitable. Bien. Donc ce sera évidemment un élément que nous embarquerons parce que le DG de l'UNCAM il sera de toute façon invité par ces lignes directrices dans la négociation. Évidemment, ça nécessite deux conditions pour aboutir. Le fait qu'il y ait un accord au bout, bon, parce qu'il faut être deux pour signer. Un accord conventionnel, enfin il faut être deux. Je parle des deux partenaires. Et deuxièmement, il faudra cadrer. Car ça ne peut pas évidemment être une réinvention de ce qui est négocié au plan national au niveau régional. Donc les sujets sur lesquels ces modulations régionales ou ces adaptations régionales interviendront porteront, comme c'est déjà un peu le cas, sur tout ce qui est dispositif démographique, puisque le zonage est aujourd'hui arrêté par les ARS. Mais s'il s'agit de réfléchir à des éléments de rémunération qui pourraient donner lieu à des modulations, ceci devra évidemment être cadré au plan national.